Alors, Oscar Freisinger, tu viens de publier deux ouvrages, donc Animalia, que voici, et L'oreille aveugle, qui est un double ouvrage, hein, parce qu'il y a aussi là, Venez dans le soleil, ouais. et dans le soleil, ouais. Publié chez Selena Éditions. Alors aujourd'hui, on va parler d'Animalia. Animalia, c'est une dystopie, hein, qui a pour décor la jungle et ses animaux. Tu imagines ce qui adviendrait de la jungle si elle décidait de se civiliser. C'est une manière amusante de dénoncer les dérives du progressisme, du wokisme, du transhumanisme et autres idéologies qui prennent de plus en plus de place au sein de la société occidentale. C'est un livre très agréable à lire, hein, avec beaucoup de formules, de jeux de mots, de références assez savoureuses, hein. J'ai passé un bon moment pour citer qu'une formule assez amusante. Le grand reset, c'est la grande recette. Et bah, je voulais savoir déjà à quel point le livre La ferme des animaux de George Orwell, qui est là, bon, ça c'est l'édition Contre-Culture qui a été réédité, mais à quel point le livre La ferme des animaux d'Orwell t'a inspiré? Alors, disons que bon, l'inspiration, elle vient de La Fontaine déjà, qui utilisait la fable pour pouvoir dénoncer les dérives de l'époque, hein, de sa société. Et puis, il y a les dystopies. Je m'inscris un peu dans la suite de Aldous Huxley, Brave New World, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, les dystopies de Philip K. Dick, et puis 1984 de George Orwell. Mais je me suis dit, il doit être possible de revoir la chose. C'est pour ça que je n'appelle pas mon texte une dystopie, j'appelle une cacatopie. Voilà. Ça va avec le caca, en fait, ça va avec le chaos. Mais enfin, Ah voilà. c'est vraiment le chaos érigé en ordre nouveau, hein. C'est quelque chose un peu de ce genre. Et j'ai été inspiré par la phrase de ce Josip Borrell qui a dit que l'Europe était un jardin, puis que le reste du monde, c'est une jungle. Hein, il l'a dit, et d'ailleurs, ça avait choqué beaucoup de pays hors du cercle européen, du cercle occidental. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il adviendrait si ce Joseph Borrell et puis ses sbires se mettaient à civiliser la jungle et vouloir la transformer en jardin? Donc, je suis parti vraiment de cette phrase-là. Et là, bon, je mets d'ailleurs, j'ai fait, de toute façon, les précautions d'usage, hein. J'ai noté ici au début, je prends mes lunettes parce que sinon je n'arriverai pas à lire, à déchiffrer ce que j'ai écrit. Mais toute ressemblance avec des animaux existants ou ayant existé est parfaitement fortuite et le fruit du hasard. Donc je me suis quand même un peu excusé. Et puis j'ai mis aussi devant la phrase suivante: si ceux qui prétendent nous sauver pouvaient s'abstenir de vouloir nous sauver, nous n'aurions plus besoin d'être sauvés. Et c'est ça le grand problème avec ces sauveurs autoproclamés du monde et qui veulent, quelque part, greffer une sorte d'idée absolue sur un monde qui, par définition, est relatif. C'est pour cette raison d'ailleurs que le remède parce que le bouquin est divisé en deux parties. Tu as une partie Mm. dégénérescence, où je montre la lente descente aux enfers du collectif. Donc la descente, elle est toujours collective, hein, c'est toujours une déchéance collective. Mais le salut vient toujours de l'individuel. Et donc, il y a quatre animaux, il y a des individus qui vont apparaître et ils sont les quatre handicapés. En fait, ils ont un problème. Ils sont Et extraordinaires. le handicap, en fait, c'est le signe de la relativité des choses sur Terre. Mais c'est aussi ce qui va faire leur force. Leur faiblesse, c'est leur force. Et c'est ce qui va leur permettre de résister justement à ce monde trop parfait pour être humain. Parce que quand on veut... c'est toujours le problème, ces sauveurs du monde. Ils veulent un monde parfait. Donc c'est aussi parfait que les lignes de SS qui martelaient, hein, le macadam avec leurs bottes. Il y avait pas un millimètre qui dépassait, mais ça déshumanise complètement l'individu. Donc, par l'uniforme, par la marche en même temps, par la musique qui scande, et ça, je peux te dire que c'était pas un tango ni une valse, c'était une marche, c'est bien clair, sinon tu n'arrives pas à Stalingrad, ça c'est sûr. Et donc, j'ai pris tout ça, puis je me suis dit, bon, il me faut, pour que ça frappe les gens,
Et pour me démarquer un peu des dystopies, je vais utiliser une première mise en abîme, c'est l'humour, c'est le rire. Parce que le rire nous libère. Le rire, c'est franchement, je pense que c'est l'acte le plus libérateur qui soit pour l'être humain. Et c'est le propre de l'homme en plus. Alors, le rire permet de prendre distance. Et la deuxième mise en abîme, c'est des animaux. C'est-à-dire, je vais transplanter ça dans le monde animal, ce qui crée ce qui s'appelle la mise en abîme, c'est que tu es mise à distance par rapport à l'illusion référentielle et tout à coup, à travers cette double mise en abîme, tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Tu regardes cette déchéance qu'il y a autour de toi avec un tout autre œil. Donc tu es beaucoup plus critique et j'ai voulu rendre cette déchéance, cette décadence un peu joyeuse, comme si on veut la Vienne. Je me suis inspiré un peu de Robert Musil dans L'homme sans qualité, la Vienne finissante entre 1900 et 1914, où on voit qu'il y a un monde qui est en train de s'effondrer. Mais c'était une décadence joyeuse et j'ai voulu rendre cette décadence joyeuse. Donc, de l'humour, elle finit relativement bien. Ouais. Donc, d'habitude, les dystopies, franchement, à la fin, tu as envie de prendre un revolver, te foutre une balle dans la tête parce que vraiment, c'est Ah, c'est désespérant. vrai. Ouais. On va pas tout La spoiler, mais fin de 1984, honnêtement, mais tu es aplati. hein. C'est encore plus désespérant que la nausée de Sartre, ou bien, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a encore, les romans de Kafka. Donc, tu es vraiment aplati. Et je me suis dit, non, il faut donner un espoir. C'est pour cette raison qu'il y a une descente aux enfers et une remontée de l'autre côté, avec une fin. Il y a une sorte euh, de retour à l'ordre naturel, quoi, si on peut voilà. dire. Et Chasser le naturel et rien au galop. ouais. Alors, le livre revient largement sur les dérives durant la période Covid et de la propagande pour la vaccination, hein. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et quelle est la fonction cathartique de ce livre? Ben, franchement, moi, je pense que les historiens, un jour, ils situeront une sorte de rupture, de cassure dans le flux historique autour de 2020. Donc, ce ne sera pas l'an 2000, la réelle cassure. Le monde entre un monde ancien et un nouveau monde. Comme on peut dire qu'il y a vraiment une rupture en 1918, il y en a une autre, je pense, en 45. Il y a des ruptures. Il y a la Révolution française, la Révolution russe. Tu vois, on a toujours eu ces moments clés qui ont ensuite, où on est passé d'une logique qui a été complètement chamboulée à une autre logique. Et là, je pense que ce sera 2020. Pourquoi? Parce que, honnêtement, moi, je me souviens encore de ça. J'étais profondément choqué par ce qui se passait. On m'aurait dit, ne serait-ce que une semaine ou 2 semaines avant que ça démarre, cette histoire de Covid, on m'aurait, quelqu'un m'aurait raconté ce qui allait arriver les 2 années à venir. Je l'aurais traité de fou. J'aurais dit, bon, mais ça, c'est du domaine de la fantasmagorie, etc. Et, et ça devient une réalité. Les droits individuels sont bafoués, une sorte de frénésie collective, une opprobre violente sur tous les non-vaccinés, un remède miracle qui n'en est pas un et qu'on nous présente comme étant la panacée et qui en fait est pire que le mal qu'il prétend combattre. Non, mais il y a eu tous les ingrédients. C'est ahurissant. Et ça, dans les démocraties, particulièrement la Suisse, la France, l'Allemagne, dans des pays où tu as énormément de gens que je dirais quand même éclairés dans le sens où ils ont une éducation, ils ont une formation, ils ont quand même, ils ont accès au savoir. Et combien et on retrouve finalement la proportion de l'expérience de 1000 grammes, tu es environ à 40, 60 ou à 35, 65, quelque chose comme ça. Tu as un tiers environ, un peu plus peut-être, de résistants, et puis tu as les moutons. Et on a retrouvé la même proportion. Donc, je me suis dit: «Ça, c'est quand même le moment clé où on a tenté de mettre en place quelque chose, ça a échoué». Et tu sais pourquoi ça a échoué? Parce que les vaccins, ils ont servi à rien, mais c'est le virus lui-même qui s'est transformé en son propre vaccin par Omicron. Quand l'Omicron apparaît à la fin, en fait, il va immuniser tout le monde. Et ça a fait foirer tout le truc. Mais ils vont recommencer, hein, moi je m'inquiète pas trop. D'ailleurs, la dernière phrase du bouquin, c'est: «Non, non, mais ils recommenceront un jour quelque part, hein, c'est garanti, c'est pas fini ça». Donc c'était un peu ça. J'étais marqué et j'ai écrit ça pendant Ouais. cette période, Ah ouais, pendant le Covid.
Donc Ouais, ça parce que m'a inspiré, ouais. j'ai mis 2 ans pour trouver un éditeur parce qu'ils chient tous aux culottes quand ils lisent le manuscrit. J'aimerais mieux te dire. Alors, sont tous élogieux, hein, donc j'ai eu beaucoup d'éloges. Mais alors, quand tu as publié ça, évidemment, on hésite parce que on risque évidemment d'être mal vu. Il y en a qui m'ont même dit, les éditeurs de droite, parce que moi, je leur ai dit, mais attendez, vous êtes des éditeurs de droite. Pour une fois que nous, la droite, on frappe en retour par l'humour, en Ouais, utilisant la c'est culture, intéressant. l'humour, etc. Vous osez pas publier, vous êtes de droite, assumez, vous osez pas publier. La gauche, elle a jamais eu ce problème. Les gars, ils y vont. Alors comment voulez-vous ensuite vaincre ce socialisme qui se généralise là, enfin, c'est un socialisme qui est en plus dénaturé par rapport à ses bases syndicales, parce que moi, je veux dire, j'ai beaucoup de sympathie pour les syndicalistes du début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, qui nous ont quand même amené beaucoup à nos sociétés. Mais ce qu'on a maintenant, c'est plus qu'une une sorte de dégénérescence complète de l'idée socialiste de base, quoi. Mais comment voulez-vous les combattre si vous n'avez pas le courage de publier ce genre de texte? Et je tombe ensuite sur les éditions Selena à Paris, sur une femme, Donc c'est une russe, une femme ouais, russe. d'origine, ouais, mais lointaine, donc elle a toujours vécu en France, etc. Ouais. Elle a grandi là, mais c'est vrai, je crois que ses parents étaient, ou un des parents était russe. Mais, ce qui est intéressant, c'est que quand je lui ai envoyé 3 manuscrits. Alors elle m'a dit qu'elle allait publier les 3. Je lui ai dit: «Bon, il y en a 2 qui posent pas de problème, Mm. ils sont pas politiques, c'est juste le nom de l'auteur qui éventuellement va poser problème si les gens vont sur, Wikipédia. Mais par contre, il y en a quand même un, il vaudrait mieux peut-être lire le texte avant de me dire là comme ça, parce que j'ai eu la réponse tout de suite, hein. D'habitude, il faut attendre 6 mois pour qu'ils disent non et là, c'était en un quart d'heure, j'avais j'avais le retour et je publie. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'elle a lu et 2 semaines après, elle me téléphone, elle dit: «Mais je vois pas où est le problème». Mais oui, Alors là, j'ai cru que je tombais de la chaise. peut-être Non, mais moi je dis: aussi, je vois pas trop où est le problème. Parce que «Oui, ben alors tous les éditeurs à qui je l'avais envoyé, eux, ils voyaient où était le problème et moi, même moi, je voyais où était le problème». ouais, Donc je lui ai dit: «Non, mais attendez, vous vous rendez quand même compte, là, je m'attaque à cette incroyable machine davosienne, hein, c'est le world, les young global leaders, c'est le WEF, c'est le mondialisme, le capital mondialisé occidental, c'est le deep state. Il y a tout le monde qui se ramasse, le wokisme se ramasse». mais Je m'attaque comme c'est fait sous forme de roman et puis que c'est drôle, on va dire que la pilule passe peut-être mieux parce que c'est inattaquable à mon avis, auprès juridiquement. de gens comme toi, oui, auprès du Oui, lecteur moyen, peut-être, ouais, mais ceux qui sont convaincus de cette idéologie et ça, je peux te dire, c'est des idéologues, c'est des talibans, ces gens-là. On critique l'inquisition catholique, du Moyen Âge, mais ces gars-là, ils sont du même acabit, hein. Donc il y a pas de pardon pour ceux qui pensent pas comme eux. On voit actuellement comment la liberté d'expression. d'expression est remise en péril dans les soi-disant pays démocratiques. Donc ceux-là, ils vont trouver ce texte d'autant plus haïssable qu'il est efficace. Pourquoi? Parce qu'il utilise l'humour. Ça, ils détestent. Tu as déjà vu un dictateur, tu as déjà vu un esprit totalitaire aimer le rire? Mais ils n'aiment pas rire. Ils sont obligés de tout le temps rester dans leur illusion pour imposer leur pouvoir au monde. Moi, je ne pense pas qu'Adolf Hitler, c'était un parangon d'humour et Staline non plus. Et, et je ne pense pas que ces gens-là, ils risaient souvent, hein. Jamais. Donc, s'ils avaient peut-être appris à rire avant, ils n'auraient peut-être pas fait les cons comme ils ont fait, toi. Mais si tu étais à l'UDC encore en politique, ça aurait été plus difficile, tu penses, de le publier? On l'aurait fait quand même, mais bon, j'aurais peut-être pas eu le temps de l'écrire parce il faut quand même Oui, du temps pour écrire des livres. c'est Alors ça, maintenant, il fallait le Covid. le Covid m'a donné du temps. C'est vrai qu'on était confinés et j'ai commencé à écrire ça parce que alors au début, j'avais la rage et puis j'ai dû tout réécrire le début parce que le début était empreint de colère et donc c'était Ouais, pas marrant parce que on voyait trop la colère. J'ai tout réécrit parce que plus j'avançais, plus l'humour prenait dessus et puisque ouais, la ouais, ça se voit parce figure qu'on parallèle, on sent c'était pas l'homme sans qualité de Mouzil, ouais. qui a cet humour pince sans rire et ça s'est de plus en plus imprégné, mais j'ai dû réécrire le début parce qu'il ne correspondait plus du tout dans le style à la fin du roman. Au début, je suis presque hargneux, presque, on Mm, sent que tu as vraiment la rage au ventre. Comme, les textes de comment elle s'appelait? Oriana, Fallaci, tu sais, mm, quand elle attaque l'islamisme, elle est pleine de rage. Alors ouais, ça peut être un style, mais moi je voulais faire autre chose. Je c'est voulais vrai. rester Ça doit le plus faut que ce soit un sujet lourd traité de manière légère. ouais. Et
Est-ce que c'est pas un peu une ode à la société traditionnelle qui s'oppose au modernisme? Moi, je pense que c'est une ode à ce qui est immuable, à l'être. Hem, c'est parce que fondamentalement, nous ne sommes pas des machines, des pièces de rechange interchangeables dans une sorte d'ingénierie sociale, scientifique, imaginée par des technocrates. Moi, je veux pas être ça. On est des êtres humains faillibles, avec une diversité de points de vue étonnante et réjouissante. Il n'y a pas 2 êtres humains identiques sur les milliards qui existent, il n'y en a pas 2 d'identiques. Même s'ils sont jumeaux, ils ne sont pas identiques. Et donc il y a cette unicité de l'individu et c'est vraiment une ode au f à l'être qui est irremplaçable et qui doit toujours être une fin en soi et jamais un moyen. Et là, il y a toujours ces gens qui viennent, qui veulent sauver la planète, mais pour pouvoir faire ça, ils doivent déshumaniser. Ils doivent transformer les gens en instruments de leur idéologie qu'ils veulent imposer. Et j'ai toujours eu une détestation de cette manière de faire. Moi, c'est vraiment vivre et laisser vivre. On doit essayer en politique d'attaquer sur les objets, des objets concrets, pour améliorer le bien commun, etc. Essayer d'avoir une influence sur ce qui dysfonctionne, mais à aucun moment, et j'ai fait 20 ans de politique quand même, j'ai eu l'impression que j'allais sauver la planète. Parce qu'on devient très vite très con quand on pense qu'on va sauver la planète. Et moi non, je sais que je peux pas sauver. Mais par contre, sur la le petit domaine d'influence que j'ai, je peux améliorer un peu la vie des gens. Je peux trouver des solutions, qui ne sont pas toujours parfaites, mais qui vont permettre aux gens de mieux vivre. Bah, c'est assez modeste, mais au moins c'est pas dangereux. C'est ça l'avantage. Pour faire référence à l'actualité, quelle serait la place dans ce livre de Nemo, le gagnant suisse non binaire de l'Eurovision? Alors lui, il serait dans la fameuse partouze là qui se passe, je sais plus à quelle page, mais où ou alors c'est la grande cochonne phocochère et les flamants roses qui lancent, le bal. Non, je pense que là-dedans, non, non, il est parfaitement inséré dans cette galerie-là. Je ne Ce que j'ai réussi à faire dans le texte, je pense que j'émets pas de jugement. Je décris juste d'une manière complètement déjantée ce qui est. Donc c'est une sorte de miroir légèrement évidemment grossissant, mais c'est le miroir de ce que nous sommes devenus et ce que nous sommes en passe de devenir. Parce que c'est une dystopie, donc il y a aussi une vision de parce qu'on n'est encore pas au fond du trou. On n'y est encore pas. On est en train de descendre, mais on n'y est encore pas au fond. Il faut qu'on atteigne le fond. Là, j'ai décrit le fond et puis ensuite je me suis dit: «Ah, j'ai toujours été un être plutôt positif. Je peux pas laisser les gens à décrire que, comme fait, George Orwell. George Orwell, dans 1984, il laisse aucun espoir. À la fin, c'est, bon, on atteint le fond, puis on reste au fond. Ah, alors, évidemment, ça c'est pas super sympa, on se sent mal, on se dit: «Non, mais alors il y a pas d'espoir». Donc il y a Régénérescence, c'est la deuxième partie, le livre 2. Et il y a une énergie fondamentale dans les individus qui, s'il y a une prise de conscience et que tous les individus gentiment, ils essaient d'abord d'agir dans l'introspection et c'est les animaux à la fin, ils le disent, quand ils sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient faire, parce qu'ils sont insatisfaits de la vie qu'ils mènent là, ça leur convient pas. Il y en a un qui dit: «Bah, alors, et comment est-ce qu'on pourrait sauver la jungle?» Puis l'autre il dit: «Mais non, non, il s'agit pas de sauver la jungle. Regardez ceux qui ont voulu sauver la jungle, ils nous ont montré ce que ça donnait quand on veut sauver le monde et sauver la ça marche pas, regardez. Si nous faisons comme eux, on va être aussi cons qu'eux, on va finir par être aussi cons qu'eux. Donc c'est pas de sauver la jungle qui compte. Mais alors qu'est-ce que tu veux sauver? Notre âme». Et alors là, il y a un présupposé, c'est que l'être humain a une âme. Évidemment, le socialiste moyen qui pense que les êtres humains n'ont pas d'âme, il va pas aimer le bouquin, il va déjà trouver que ce présupposé est erroné, mais moi j'en suis absolument convaincu. Chaque fois que je parle à un être humain, je parle à quelque chose de plus grand, de plus vaste que lui et que moi. Il y a quelque chose qui se passe qui est hors de l'espace-temps. Une C'est plus fort que nous. transcendance. Nous avons tous ce fragment d'éternité en nous.
Et c'est ce qui nous donne cette incroyable force morale et cette dignité, cette valeur. Et donc, c'est ça qu'il faut aller retrouver. Donc, d'abord, avant d'aller vouloir sauver le monde, essaie de balayer devant ta porte, essaie de faire de l'introspection, puis tu regardes si au fond de toi-même, hein, tu n'as peut-être pas contribué à la dérive générale, parce qu'au fond de toi-même, déjà, cette dystopie était présente et cette disharmonie. Et je crois que c'est vraiment ça. Et si tout le monde va d'abord creuser en lui-même et créer là l'harmonie par laquelle ensuite il va irradier le monde, eh ben, toutes ces harmonies, ces petites harmonies individualisées peuvent sauver le monde. Mais sans que ce soit le but c'est d'abord de se sauver soi-même. Ça, on peut le faire éventuellement. Et un petit mot de conclusion là pour terminer cette interview, ou pas? Bah, la conclusion, c'est que le la jungle, elle avait une loi au départ, hein, avant que les cuisiniers de la grande recette, là, les buveurs d'âme du mont Kibo, hein, qui sont situés en haut dans le Kilimandjaro, ils se mettent à vouloir agir. Il y avait et c'est la loi naturelle et on va y revenir à la fin. À la fin, quand, les illusions, elles partent, elles disparaissent parce que bon, bah, je ne veux pas aller spolier la fin du bouquin, mais bon, enfin bref, la nature retrouve quelque part ses droits et je pense que nous nous sommes dénaturés et je prends un exemple, c'est de vouloir dire qu'il y a pas d'hommes et pas de femmes. De nos jours, c'est devenu un scandale si tu dis: «Il y a des hommes et des femmes» Mmh. et même si tu peux le prouver que c'est toujours les mêmes qui tombent enceintes, ça va pas jouer, non, 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 parce que en fait, ça peut être un homme, mais qui peut tomber enceint. Alors, tu commences à entrer dans cette logique. Il y a un problème majeur là-dedans et j'aimerais terminer là-dessus parce que c'est très important. Hem, Ça a été quoi? Une des vertus du siècle des Lumières, c'est de créer le concept de citoyen. Tu as une loi générale pour tous les individus qui sont citoyens et égaux face à cette loi. Si tu commences à faire des lois particulières pour des petits groupes et des mini-groupes et des macro mini, 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 mini-groupes, tu fractionnes le droit. Et tu vas te retrouver par rapport à un droit qui contrecarre l'autre, est tout à coup en contradiction. Je donne un exemple. L'exemple, pour moi, le plus frappant, c'est on a maintenant eu, pendant une quarantaine d'années, le féminisme, qui voulait l'égalité homme-femme. Arrive le mouvement trans, là, et tu as tout à coup des gars qui sont charpentés, bah ouais, comme ça, et puis qui se disent femmes, hein, donc voilà, ils contribuent, ils participent au concours féminin. Évidemment, ils gagnent. Ah bah oui, alors les types, ils ont les médailles d'or et tout. Alors tu as ces femmes à côté qui se sont entraînées, qui sont données, qui ont une passion pour ce sport et tout, qui n'ont aucune chance. Aucune espèce de chance. Mais on peut rien dire parce que les trans, évidemment, il y a une loi particulière qui leur garantit justement, de participer à ces compétitions. Alors, il est où là le féminisme tout à coup? Et on a le droit des femmes qui est remis en question par le droit des trans. Alors, si les femmes bougent, elles vont se faire traiter de transphobes. Si les trans, ils retapent en arrière, ils vont traiter de misogynes. Mais on en arrive à cette situation, mais sur tous les domaines de vie, parce que ça s'élargit à bien d'autres domaines. Donc on est en train de la démocratie est en train de devenir un serpent qui se bouffe la queue. On s'auto-détruit, l'idée démocratique s'auto-détruit et je reviens à Alexis de Tocqueville dans, La démocratie en Amérique quand il dit: «La démocratie a un risque de automatiquement se terminer par un totalitarisme, certes doux, mais quand même un totalitarisme, parce que les individus dans un État, ils vont toujours apprécier plutôt, dans leur majorité, la légalité devant la liberté. Ils préféreront l'égalité et la sécurité à la liberté. Et à ce moment-là, on va légaliser, 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 prétendument pour protéger la liberté, mais on va tellement la protéger qu'elle se retrouve en cage. Et puis une liberté qui est en cage n'est plus une liberté. Et donc c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Je l'illustre à travers les animaux. Et entre nous, soit dit, ça a été extraordinaire parce que j'ai découvert alors un Le nombre de bestiaire. Oui. non, mais c'est attends, mais j'ai jamais franchement, on connaît les zèbres, les éléphants, enfin, tu Ouais. vois un peu ceux qu'on a vus dans le zoo, CNI et cetera. Bon, maintenant, il y Moi, en je a plus, hein. ne connaissais pas l'oricoptère, mais récemment, je suis allé au Papillorama, alors je l'ai
Nocturama, alors, je l'ai découvert, mais Le lépi-lémur à pattes blanches, celui qui vend les cacahuètes virtuelles. Et il existe vraiment. Alors, il me fallait un animal qui corresponde au banquier derrière son guichet. Le lépi-lémur à pattes blanches. Puis l'autre, c'est l'écureuil fouisseur. Et tu trouves tout ce que tu veux dans ce bestiaire qui correspond au comportement et au dysfonctionnement de l'être humain. C'est extraordinaire. Mais j'ai appris énormément sur la faune, le nombre de races de singes, de types de singes. Non, mais alors là, ça dépasse tout. Alors les singes, alors c'est en voici un là. oui, ça c'est le singe lion. Il a Ah il a une voilà. crinière Ah qui ouais. ressemble à un lion, mais ça Ouais. reste un singe. Alors il fait le lion et puis les tam-tams, dans le bouquin, les tam-tams, c'est les médias. Après, tu as les hyènes, qui sont les gardiens du temple, les hyènes et les vautours, donc les charognards. Et puis, il y a toute cette idée il y a des éléments, par exemple, certains éléments, la hyénitude, donc ces Oui. gens qui deviennent des hyènes partielles, etc., ça rappelle un peu Ionesco dans Rhinocéros. Il y a un peu cet Ah élément-là oui, aussi. cet élément un peu de l'Est, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, alors je mettrai le lien en description. Très bon bouquin, hein, Animalia aux éditions Selena. Et puis vous pourrez, si vous voulez le commander, vous cliquez dans le lien en Alors, je vous description. garantis que vous allez vous marrer, ceux qui Ah oui, lisent j'ai ça, passé un très bon moment. il y a des scènes complètement déjantées. Mais enfin bon, autant, si déjà il y a une décadence, autant qu'elle soit joyeuse. Voilà. Merci alors, Oscar À Freisinger. toi, merci, merci.